Et c'est parti! Allez, ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Là, je vois les gens vont commencer à arriver. Vous le savez, chaque mercredi, on parle d'écho dans mon salon. Alors, eh ben oui, on est dans mon salon. Alors, tant que j'y suis, je voulais dire à Sylvia qui regarde depuis Poitiers que rajouter un cactus à côté de la plante, ça a l'air de lui faire plaisir. Je voulais dire à la personne qui n'aime pas que ce soit pas bien rangé que ben, j'ai fait un effort pour ranger. Puis bien sûr, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Guérin. Bonjour Guillaume Guérin. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Alors pourquoi Guillaume Guérin? Eh bien, parce que je voulais qu'on passe un petit bout de temps. Moi, je le connais pas. Je vois à peu près qui c'est, hein, parce que je m'intéresse à l'actualité. Je voulais voir avec lui un peu ce que c'est que Limoges Métropole. Je voulais savoir quelles étaient les grandes missions de Limoges Métropole en matière économique. Je voulais savoir un peu quels sont ses projets, quelle est sa façon de faire, comment il voit Limoges Métropole. Donc on va commencer tout de suite. Vous le savez, la première partie de l'émission, j'aime bien savoir qui est là, hein. Alors Guillaume Guérin, il va falloir se dévoiler un peu. Alors, deux questions. La première question, c'est vous avez quel âge? Parce que c'est chaque fois, je sais, c'est banal, mais chaque fois on vous voit en photo, on a l'impression que vous avez 15 ans. Donc ça déjà, c'est agaçant, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Alors j'ai 33 ans et quand j'étais petit, j'ai toujours été attiré par l'histoire, par la géographie, par la chose publique en général et j'ai toujours eu une appétence pour la politique et ce qui tourne autour de la politique. Maintenant, dire que je voulais faire de la politique quand j'étais petit, ça serait un peu présomptueux, mais les choses se sont faites assez naturellement. J'avais moi-même dans ma famille des gens qui étaient assez engagés, pas forcément d'ailleurs dans le même bord que le mien, mais qui étaient déjà engagés par le passé, ce qui facilite sans doute un petit peu ce parcours-là. Très bien. Alors déjà, vous allez me dire si quelqu'un, oui, je vois qu'il y a des gens qui regardent. Vous allez me dire si on entend bien Guillaume Guérin, parce que bien sûr, c'est les présidents, ça, hein. Je leur dis, mettez le micro près de la bouche On et va ils ont faire du mal. Les présidents, c'est ça, ils font ce qu'ils veulent, comprenez. Bon, c'est pas grave. On le rappellera alors. On le rappellera alors s'il y a besoin. Alors c'est vrai en plus. En préparation de l'émission, je lui disais que je connaissais quelqu'un qui avait été à l'école avec lui et qui déjà en cinquième, elle me dit, il était déjà très concerné par l'engagement. Par l'engagement, c'est vrai. Ok. Donc, on a compris, on se connaît votre âge, on sait que vous avez toujours été intéressé par ce qui vous entoure, la politique au sens premier du terme, hein, la vie de la cité, l'engagement dans la cité. Ah, Francine, alors attention Guillaume, hein, il va falloir rapprocher le micro parce que Francine me dit assez mal. Donc il faut que vous rapprochiez le micro comme moi. La deuxième chose, c'est que, on le sait aujourd'hui, vous êtes président de Limoges Métropole, c'est un mandat. Mais quel est votre métier? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude et quel est votre métier au-delà du mandat? Alors, vous savez, Coluche disait faire de la politique, c'est du droit, et puis après tout le reste de travers. Donc j'espère que je ne ferai pas tout le reste de travers. Mais j'ai fait du droit et je me destinais à la base à la profession d'avocat. Puis les concours de circonstances ont fait que j'ai croisé la route d'un monsieur qui s'appelle Benoît Dutheil, qui a un gros cabinet d'expertise agricole et foncière dans la région centre. Et mon parcours de droit, avec une appétence particulière pour le droit rural, m'a amené à travailler à ses côtés. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Et donc je m'occupe avec Benoît et l'ensemble des collaborateurs du cabinet, d'expertise agricole et foncière, et plus particulièrement de la partie foncière, qui se fait sur un parcours de juriste ou sur un parcours d'ingénieur agronome. Moi, j'ai fait la voie juridique. Alors une dernière question, hein, mais tout simplement parce que je suis curieux comme une pie, ça vous le savez bien, sinon je ne ferais pas ça. Aujourd'hui, donc vous êtes président de Limoges Métropole. On continue de travailler pendant ce temps-là ou alors on se dit, ben, enfin de travailler, bien sûr, vous travaillez tous les jours pour Limoges Métropole, mais d'un point de vue professionnel ou alors c'est quelque chose qui est de côté et si à un moment donné vous vous réorientez ou vous arrêtez la politique ou quoi que ce soit, vous allez y revenir. Comment ça se passe exactement? Alors, je pense que les temps ont bien changé. Je pense que les carrières politiques qui durent 25 ou 30 ans, c'est fini, ce n'est plus du tout dans l'air du temps. Et moi-même, je le dis assez librement, l'engagement qui est le mien remonte déjà à 2014, puisque j'ai été premier adjoint d'Émile Roger Lamberti de 2014 à 2020, aujourd'hui président de Limoges Métropole. Je suis également président du groupe d'opposition à la région, donc je suis aussi conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, c'est assez peu compatible avec une profession à temps plein. Et donc je remercie encore Benoît Dutheil, et je sais qu'il écoutera sans doute cette émission a posteriori, pour le loisir qu'il me laisse de pouvoir continuer à exercer
un peu mon activité professionnelle et beaucoup mon engagement politique. Mais de toute façon, je ne souhaite pas complètement arrêter mon activité professionnelle pour une bonne raison. C'est que je vous le redis, un engagement politique ne peut être qu'éphémère dans le temps. C'est fini le temps où les carrières durent 25 ou 30 ans. La politique, ce n'est pas un métier, c'est d'abord une passion, c'est un engagement, mais ça ne doit en aucun cas devenir un métier, même si je pense qu'il faut revoir globalement le statut de l'élu, mais c'est un autre débat. Très bien, ben voilà, hein, ça, c'est direct, c'est clair. Hein, bon, juste une chose que je voulais rajouter, mais parce que vous savez bien, il faut toujours que je le rajoute, c'est que j'entends souvent dire que les politiques, parce qu'on fait des grandes généralités, les politiques, ils ont la place, etc. Moi, écoutez, hein, j'en connais, j'en vois. Croyez-moi, c'est des bosseurs, hein, et je voudrais pas avoir leur journée, quoi qu'il en soit, aussi bien leur mandat, puis que rentrer à la maison, faire les autres activités. Non, c'est des bosseurs. On devient pas, on n'arrive pas à ces postes-là par hasard. Francine, j'espère que vous êtes toujours là. Il a fait un effort, le président. Est-ce que vous pouvez me dire, Francine, si on entend mieux le président? Moi, je pense que oui, mais bon. Guillaume Guérin, on va commencer par le début. On va faire un peu de pédagogie. Limoges Métropole, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté d'agglos. Je ne sais pas, vous allez me dire si c'est ça ou pas. Et est-ce qu'on peut faire pas un comparatif, mais en tout cas un petit peu un parallèle entre ce que c'est que Limoges Métropole et la ville de Limoges? Qu'est-ce qui différencie les deux? Quels sont leurs champs d'action? Voilà. Alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est un sujet un peu lourd à aborder. Depuis plusieurs années maintenant, on va dire depuis les années 2000, il y a eu une évolution législative qui ont enlevé du pouvoir aux communes pour le donner aux intercommunalités. Avec des vagues successives depuis les années 2000, création des intercommunalités. Alors la strate, c'est communauté de communes pour les communes rurales majoritairement, communauté d'agglomération pour les villes moyennes, communauté urbaine pour les villes plus grosses et métropole. Et en gros, plus vous montez dans la strate, plus ces EPCI, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, ont de pouvoir et ont de compétences. Tous les élus de ces établissements publics de coopération intercommunale, qu'il s'agisse d'une agglo, d'une métropole ou d'une comcom, comme on l'appelle vulgairement dans le jargon, sont tous des élus municipaux. C'est-à-dire que tous les maires sont membres de ces EPCI, quelle que soit la strate de l'EPCI. Et après, vous avez un nombre d'élus qui est proportionnel à la taille de la commune. C'est comme ça qu'à Limoges Métropole, vous avez 74 élus, dont 37 sont issus de la ville-centre, majorité et opposition confondues, plus un certain nombre de délégués par commune de l'agglo au prorata de la population par commune. C'est comme ça que la ville de Panazol compte 5 de mémoire conseillers communautaires, que la commune d'Oreille ne compte qu'un seul conseiller communautaire en la personne du maire, etc. etc. C'est proportionnel au nombre d'habitants. Et ces intercos ont eu, depuis les années 2000 et jusqu'à 2020, des pouvoirs renforcés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles gèrent tout ce qui est le quotidien des gens. C'est-à-dire, on gère les transports en commun, la voirie, l'assainissement, la distribution d'eau, les ordures ménagères. Tous les sujets du quotidien, aujourd'hui, sont confiés aux métropoles, aux intercos, au sens très large, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglo. Et encore une fois, il n'y a pas de désincarnation de la représentation, puisqu'il s'agit bien d'élus qui sont élus le jour des élections municipales, qui sont amenés à siéger dans ces intercommunalités. Mais on gère tout ce qui est quotidien et nous avons des compétences un peu plus lourdes, que sont l'aménagement du territoire, le développement économique, mais je crois qu'on va y revenir ensemble. Allez, je vais en profiter. Super le son, hein. La présidence, c'est nickel. Francine, elle dit c'est top. Madame Mézille, mes hommages, hein. Madame Mézille, merci de suivre. Ludovic, pareil, hein. Oui, Ludovic, c'est pas la peine de se moquer, ça ne coupe pas aujourd'hui comme pendant nos réunions de travail de cette semaine. Et j'espère que ça coupera pas parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par le président. Bon, on a bien compris. Juste une dernière question pour que ça soit plus clair pour moi. Est-ce que Limoges Métropole est une structure qui, je dirais, a des missions transversales qui profitent à l'ensemble des communes qui la composent, ou est-ce que chacune des communes a ses missions propres et Limoges Métropole a des missions complémentaires? Alors c'est un peu des deux. L'idée des intercommunalités, c'était de pouvoir mutualiser un certain nombre de richesses dans les communes pour pouvoir être le plus efficace et le plus efficient possible dans le service que l'on rendait à la population. Et puis après, les communes gardent des missions très spécifiques. Prenez par exemple la ville de Limoges, gère toute seule son état civil.
C'est-à-dire que là, pour le coup, Limoges Métropole n'a rien à voir avec le service de l'état civil de la ville. Et la ville de Limoges gère, à titre d'exemple, le CCAS, qui est le Centre communal d'action sociale, c'est-à-dire notamment tout ce qui touche à la gestion des personnes seniors, donc les EHPAD. Tout ceci, nous n'interférons pas dans la gestion. Ça reste une compétence totalement municipale. Et puis après, il y a des compétences qui sont un peu plus transverses, notamment l'aménagement du territoire, le développement économique auquel je faisais référence tout à l'heure, les mobilités du quotidien. Tout ça, c'est une compétence de l'intercommunalité, c'est-à-dire de Limoges Métropole dans le cas présent. Mais encore une fois, Limoges Métropole, c'est la somme des maires et des élus municipaux des 20 communes qui, lors du renouvellement des instances, élisent le président, élisent les vice-présidents et élisent les conseillers communautaires délégués, c'est-à-dire ceux qui ont une délégation et qui vont devoir œuvrer dans une thématique précise pour 6 ans au bénéfice de leurs concitoyens. Mais encore une fois, toutes les thématiques et toutes les compétences qui sont allouées aux intercos, elles ne se font pas contre la vie des communes. Moi, quand on me demande à Limoges de faire une voie cyclable, c'est parce que le maire demande qu'on fasse une voie cyclable. Quand Gaston Chassaing décide de faire une voie verte à Fétia, c'est parce que Gaston Chassaing a demandé qu'on fasse une voie verte à Fétia. Nous sommes les exécutants politiques et financiers de la volonté des élus municipaux. Voilà, c'est très clair. Allez, on a fini là-dessus. J'en profite pour saluer mon ami Thierry. Merci Thierry, le niveau audio est meilleur qu'au début. Quant à Lara, on a du mal à entendre le journaliste. Alors Lara, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Déjà, je ne suis pas journaliste. Je suis désolé, je suis animateur, je ne suis pas journaliste. Mais c'est pas grave parce que le plus important, c'est le président. Moi, j'ai pas grand-chose à vous raconter, vous savez. C'est pas très important. Bon, on va parler éco puisque vous êtes là pour ça. Alors, bien sûr, hein, on a travaillé, j'en profite pour remercier Hélène avec qui on a travaillé en amont de cette émission. Alors, je voulais savoir un peu quels étaient les thèmes sur lesquels on pouvait discuter ensemble. Et je vois marqué développement économique, Limoges Métropole, territoire d'industrie. Alors moi, je ne vous cache pas, je suis quand même assez intéressé par ce qui se passe, mais visiblement, il me manque quelque chose. On veut dire quoi quand on dit Limoges Métropole, territoire d'industrie? J'ai travaillé pas mal avec l'UIMM. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est vraiment au top en termes d'entreprise? Est-ce qu'on est au top en matière de formation? Est-ce qu'on a une attractivité particulière dans le champ de l'industrie? Ça veut dire quoi? Limoges Limoges Métropole, territoire d'industrie. Je vais faire une petite parenthèse à votre question pour que les gens qui nous regardent et nous écoutent comprennent bien ce qu'il en est. Limoges Métropole, je vous l'ai dit, assume des missions du quotidien pour nos concitoyens. En l'espèce, en ce qui nous concerne, on peut considérer que le service que nous rendons globalement, que ce soit l'exécutif actuel ou l'exécutif précédent, et d'ailleurs je rends hommage ici à Gérard Vandenbrouck qui en a été le président pendant plusieurs années, le service que l'on rend à notre population est tout à fait convenable pour une intercommunalité de cette strate. C'est-à-dire que l'eau est très bien distribuée, elle est une des moins chères de France, elle est en régie, on n'a pas de retard majeur sur l'enlèvement des ordures ménagères, on a un service de transport en commun qui mérite d'être modernisé et d'être sans doute un peu plus dynamique qu'il n'est, mais qui fonctionne plutôt pas mal pour une aire urbaine de cette strate. Bref, dans le service que l'on rend à notre population, nous pouvons considérer que nous sommes des bons élèves pour une interco d'une strate de 200 000 habitants. En revanche, où là, il y a sans doute des choses à faire sur ce quotidien, c'est qu'il faut arriver, c'est la mission que j'ai confiée à mon directeur général des services, M. Roch, qui nous arrive de Bordeaux Métropole, c'est mettre plus de transversalité dans les services. C'est-à-dire que quand vous faites de la voirie, vous devez penser à long terme, de savoir si dessous la voirie, on ne va pas avoir à refaire des canaux de distribution de flotte dans 3 ans ou dans 4 ans. Parce que si vous faites une voirie toute neuve, dans un centre-bourg d'Ejo, d'Oreille, de Fétia ou de Panazol, et que vous vous rendez compte 3 ans après ou 4 ans après qu'il faut casser la voirie pour passer des nouveaux tuyaux, c'est pas très efficace, ça coûte très cher aux contribuables, c'est exactement ce que j'allais dire Bruno, ça coûte très cher aux contribuables et on n'est pas efficace, on n'est pas efficient et ça signifie qu'on fait mal notre boulot. Donc plus de transversalité dans les services, un travail davantage en mode projet plus qu'en silo tel qu'on a pu le connaître par le passé, et puis il y a un deuxième volet qui est Limoges Métropole, aménageur du territoire. Pour ça, il faut porter un projet de territoire. Et là, on a du retard. C'est-à-dire que par rapport aux intercos de même strate qui se sont dotés d'un projet de territoire, souvent depuis les années 2010, ici, on a eu du mal à se projeter. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est lié au fait qu'entre 2000 et 2014,
Le maire de Limoges, Alain Rodet, était également le président de l'Interco. Le directeur général des services, donc c'est-à-dire le big boss de l'administration, était mutualisé, c'est-à-dire que c'était le même. Et il n'y avait pas de volonté de partager une vision commune pour les 15, 17 et 20 communes de l'Interco aujourd'hui. Là, il faut qu'on se mette tous autour de la table, que l'on soit d'accord entre nous pour savoir quels sont les atouts, les faiblesses de ce territoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder nos faiblesses droit dans les yeux et se dire, on va écrire ensemble un projet de territoire pour projeter Limoges Métropole à 5 ans, 10 ans et 15 ans. Libre à mes successeurs de le modifier lorsque je ne serai plus là. Mais encore une fois, il faut définir des grands axes de politique publique parce que plus que jamais, il va falloir faire des choix stratégiques si on ne veut pas louper la sortie de cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique. Et donc par conséquent, là nous sommes en train de travailler à la rédaction d'un projet de territoire avec les élus de toute l'Interco. Donc la conférence des maires est au cœur du sujet. Le comité citoyen, c'est-à-dire qui est issu conseil de développement, avec des citoyens tirés au sort, avec des partenaires institutionnels que sont la CCI, les différentes chambres consulaires, l'université bien sûr, le CHU, on a régulièrement des échanges avec le directeur Monsieur Lefebvre, et pour qu'on arrive à tous ensemble, l'idée de se dire, voilà où on veut amener l'intercommunalité sur ses grandes compétences, à savoir le développement économique, le désenclavement, les infrastructures de désenclavement, les mobilités du quotidien et la politique du logement. Voilà en gros les grandes thématiques de l'Interco. Et sur ces 4 grandes thématiques, il faut qu'on fasse des choix stratégiques qui sont partagés. Et donc, pardonnez-moi d'être un peu long, mais pour qu'ils soient partagés, la première des règles, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun se sente respecté au sein de cette intercommunalité. Donc ce que j'ai souhaité le 8 juillet quand j'ai été élu président, c'est qu'on applique ce qu'il s'était appliqué ailleurs dans des grandes métropoles, c'est-à-dire la cogestion. La cogestion, ça signifie que vous confiez autant de responsabilités au bloc politique majoritaire qu'au bloc politique minoritaire. Et donc, si vous regardez mon exécutif, vous avez des maires qui ne partagent pas ma sensibilité, mais qui ont été légitimement élus, donc ils sont légitimes. Ils siègent en tant que maire dans cette intercommunalité, qui est, je le rappelle, un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Et à ce titre-là, ils doivent avoir tout à fait autant voix au chapitre que mes amis politiques. Et donc, le préalable à tout ça, c'est la cogestion, l'écriture d'un projet de territoire, dans le cadre de cette cogestion, avec tous les acteurs. Et à partir du moment où ce projet de territoire sera rendu, c'est-à-dire à l'automne prochain, on pourra définir les grands axes, mais on a déjà un certain nombre d'idées dont on peut déjà parler. Vous avez vu, je ne le connaissais pas, hein. On m'avait dit, tu vas voir, hein, il est gaillard. Bon, il est gaillard, il n'est pas président par hasard. Alors Bruno Baron nous dit effectivement la transversalité est fondamentale. Oui, moi je le rajouterais à mon petit niveau, la transversalité est fondamentale et effectivement cette vision collective, ce projet collectif pour moi me semble incontournable. Bon, sauf que je lui ai demandé au départ, même si c'était très intéressant, Limoges, métropole, territoire d'industrie. Je voudrais qu'on revienne sur l'industrie. Quels sont les atouts de Limoges métropole en matière d'industrie et d'activité industrielle? Alors, nous avons un historique bien connu. Vous parliez de l'UMM tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de discuter très fort avec eux pour savoir s'ils implantent un bâtiment ici ou à Brive. Je peux vous dire que... exactement. Je peux vous dire que... L'UMM, c'est ici. Je peux vous dire que la mission qui a été confiée à la CELI, la Société d'équipement du Limousin, qui est majoritairement propriétaire des terrains où on pourrait les implanter, a une feuille de route très claire. Il faut tout faire pour que ces gens-là implantent leurs futurs bâtiments ici. Mais plus généralement, pour revenir à la thématique large de l'industrie, c'est que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui permettent de capter des aides d'État, des aides régionales, dans les labels que vous mettez en avant. Limoges Territoire d'Industrie fait partie de ces labels sur lesquels on peut postuler à un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Mais plus généralement, l'idée, si vous voulez, c'est d'identifier des filières sur lesquelles on va être compétitif par rapport à des intercommunalités de même strate. Or, dans certaines branches de l'industrie, nous savons que nous sommes compétitifs par rapport à Tours, par rapport à Clermont, et même, dans une moindre mesure, par rapport à Bordeaux Métropole. Et donc, par conséquent, les choix que l'on va faire en termes de développement économique au sens très large, c'est d'aller dans les filières sur lesquelles nous savons que si nous les structurons, nous pouvons créer, à échelle de 2026, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'emplois cumulés. De quoi vous parlez exactement? Je vous donne un exemple simple. Le pôle qui a réussi à le mieux se structurer, qui aujourd'hui a des gros contrats industriels avec des opérateurs que je ne citerai pas parce qu'ils ne seraient pas contents d'être cités, mais on peut en citer un qui est public, c'est le groupe Safran, le pôle européen de la céramique.
Aujourd'hui, tous les politiques de tous bords vous disent on a aidé le pôle européen de la céramique. Oui, certes, mais la réalité, c'est que ces acteurs du pôle européen de la céramique, du pôle de la céramique, se sont d'abord fédérés tout seuls et structurés tout seuls. Heureusement que les politiques de tous bords les ont accompagnés. Mais la réalité, c'est qu'ils ont réussi à créer cet écosystème, c'est un mot auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire une fédération, une structure, un terroir qui leur a permis de générer des flux entre eux et donc d'être compétitifs sur cette thématique. Eh bien, ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, et c'est partagé par les 20 maires de cette interco, c'est qu'on identifie des filières sur lesquelles, s'ils arrivent à se fédérer, s'ils arrivent à créer cet écosystème favorable, à l'image de ce qu'a fait le pôle européen de la céramique, alors nous pouvons espérer créer de l'emploi. La filière sur laquelle on est convaincu qu'on peut créer de l'emploi très vite, et je salue tous les acteurs qui travaillent aujourd'hui ardemment, et notamment le vice-président Janicot, c'est la filière de l'eau. Parce que l'eau, elle a à la fois une vocation économique, créatrice d'emplois et créatrice de richesses, mais plus largement, elle a, si vous êtes résilient dans la gestion de la ressource, un atout en termes de marketing territorial, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de structurer des filières qui aujourd'hui peuvent nous permettre de créer de l'emploi. L'eau, tout ce qui tourne autour des nanotechnologies et de l'hyperfréquence, la filière bois autour du Douglas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de la filière bois au sens large, parce que pour le coup, vous allez très vite rentrer en concurrence avec le pain maritime, et là, on est mangé par les Landais et par les Girondins. Par contre, quand vous parlez Douglas, la première région productrice de Douglas, c'est l'ex-Limousin. Moi, vous savez, je crois au Limousin. Je ne crois pas à la Nouvelle-Aquitaine, elle existe, je fais avec, mais je crois au territoire limousin. Quand vous allez dans nos localités très proches d'ici, sur le site de Vassivière par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a du Douglas partout. Et bien aujourd'hui, nous avons des scieries de pointe, nous avons une ingénierie autour du Douglas, nous avons tout un tas d'acteurs qui sont disséminés sur le territoire, qu'il convient de fédérer pour créer cet écosystème nécessaire. Alors ça va de la recherche au traitement du produit fini, qui va créer de la richesse. Et donc sur ces filières-là, le bois, autour du Douglas, l'eau, l'hyperfréquence, la politique des seniors, la gérontologie, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont, s'il y a une volonté politique, qu'ils sont aidés dans les financements publics dont ils ont besoin, qu'ils sont aidés dans le foncier ou le bâti dont ils ont besoin pour se développer. Si Limoges Métropole, dans ses compétences, répond avec ferveur et avec enthousiasme à leurs demandes, alors ces gens-là peuvent se structurer et créer tout seuls de l'emploi. Ce n'est pas nous qui créerons de l'emploi. Nous, on les accompagne dans la création d'emplois. Très bien. Il est convaincu et c'est très bien. Alors j'en profite, mais là je vais faire un peu d'auto-promotion. C'est pas joli ce que je vais faire, mais ça fait rien. Il a parlé de l'eau. Il y a le 27 novembre dernier, s'est tenu un forum, un colloque européen sur l'eau, dont vous étiez partenaire d'ailleurs. C'est l'association Europa qui a organisé ça. Et je le sais parce qu'en fait, ce sont mes amis, mes collaborateurs qui ont filmé en direct ce colloque. Donc si vous voulez en savoir plus sur la gestion de l'eau, les gens qui interviennent, etc., vous cherchez sur internet colloque Europa et vous trouverez même une interview de Guillaume Guérin qui explique pourquoi Limoges Métropole s'est associé à ce colloque-là. Merci Madame Mézille pour ces compliments, c'est toujours bon à prendre, c'est gentil. Alors, on a entendu, mais bon, ça ne m'étonne pas, on est toujours sur une dynamique de mobilisation, d'accompagnement, de réflexion, d'action bien évidemment. Je me suis intéressé un peu lors des les différentes consultations qu'il y a eu autour de la Nouvelle-Aquitaine, autour de Limoges. Et il y a des choses qui reviennent en permanence, et c'est vrai que c'est une thématique importante, c'est la mobilité et le désenclavement. Ça, alors, je n'ai pas d'avis, parce que je ne suis pas un grand voyageur. Je me dis effectivement, est-ce qu'on est mal desservi? Est-ce qu'on est bien desservi? Je me dis finalement, si on a des domaines d'expertise, les gens trouveront bien toujours à venir. Mais moi, c'est parce que je suis naïf, je vois ça à mon petit niveau. C'est un vrai problème, c'est une vraie thématique. Et par quel bout il faut la prendre pour que cette thématique-là ne soit plus considérée comme un problème? Bon, déjà, je crois qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de réalisme. La réalité, c'est que les grands projets de désenclavement qui ont émaillé, qui ont permis à la France du nord au sud, de l'est à l'ouest de se désenclaver, ils datent des années 60, des années 70.
Nous avons raté le coche de la grande vitesse à plusieurs reprises. Et je crois que c'est faire offense à personne que de dire que nous n'aurons pas de TGV dans le mandat 2020-2026. Et nous n'aurons probablement pas de TGV tout court, puisque ce sont des projets qui coûtent très cher, qui ne sont plus dans l'air du temps, qui ne sont plus portés aussi fortement qu'ils ne l'étaient et partagés par l'opinion publique aussi fortement qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Et donc il faut regarder notre situation avec beaucoup de lucidité. Nous n'avons pas de ligne à grande vitesse. Ok, bon. Nous n'avons pas d'axe routier transverse entre l'Est et l'Ouest. Ok, c'est factuel. Nous avons un aéroport qui assume des missions de service public, des OSP, des obligations de service public. OSP que nous avons obtenu nous avons arraché parce qu'il y a eu un consensus politique. C'est-à-dire que la gauche, la droite et le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont accepté de discuter et de tirer tout dans le même sens pour avoir ces OSP Limoges-Paris-Orly et Limoges-Lyon. Aujourd'hui, le trafic aérien, vous le savez, est complètement en rade à cause du Covid, mais la réalité, c'est qu'avant le Covid, nous avons obtenu ces OSP qui n'existaient pas par le passé. C'est-à-dire que nous sommes reliés à la capitale via Orly, ce qui n'est sans doute pas la meilleure des options, mais en tout cas, nous sommes reliés à la capitale sur 1 heure d'avion et nous avons une liaison vers Lyon qui permet à nos entreprises, et je pense notamment au groupe Legrand, d'arriver à Lyon, de capter un hub pour partir sur les autres destinations européennes dont cette entreprise a fortement besoin. Donc l'idée à travers tout ça, c'est que quand nous tirons tous dans le même sens, lorsqu'il arrive le moment d'avoir un consensus politique, si on sait l'obtenir, eh bien, on est tout de suite un peu plus entendu par les décideurs parisiens et par les ministères plus précisément. Sur le désenclavement futur, bon, Limoges Métropole, au titre du développement économique et de l'aménagement du territoire, a la compétence pour participer au financement de grandes infrastructures. Sur la route, je crois qu'on peut se satisfaire quand même d'avoir une autoroute qui nous met à 3h30 de Paris, qui est une autoroute gratuite, que l'on doit au président Chirac, et je crois qu'il ne faut quand même pas l'oublier. On a une A89 qui nous permet de rallier assez rapidement, il faut passer par Brive, mais qui nous permet de rallier assez facilement le sud. La question sur le plan routier, c'est l'aménagement vers l'ouest. C'est-à-dire que là, il y a deux projets et deux théories qui s'opposent, entre guillemets. C'est le doublement de la RN 147, c'est-à-dire on reste sur une nationale à 2 fois 2 voies via le CPER, c'est-à-dire les financements du contrat de plan État-région. Auquel cas, si on s'en réfère à ce seul CPER, ça mettra des décennies avant que nous ayons une 2 fois 2 voies pour aller jusqu'à Poitiers. Et puis il y a un projet autoroutier qui est porté par la CCI et notamment par Pierre Massy que je salue, qui là pour le coup parle d'une création d'une autoroute qui nous amènerait non pas vers Poitiers, parce que vous savez l'intérêt d'aller à Poitiers il est très limité, hein. C'est l'intérêt d'aller vers l'ouest et d'aller vers l'océan, qui lui nous mettrait à des distances de l'océan beaucoup plus courtes que celles d'aujourd'hui, et cette autoroute est viable à une condition, c'est qu'il y a un concessionnaire privé qui s'y intéresse. Le projet pèse 1 milliard. Si vous n'avez pas de concessionnaire privé qui s'y intéresse, le dossier il est mort et enterré avant d'être parti. Ce que nous disent les chambres de commerce et d'industrie de la Vienne et de la Haute-Vienne, c'est qu'il y a des concessionnaires, et en tout cas ça transpire aujourd'hui, qui seraient intéressés par ce projet. Ce projet-là, si les concessionnaires participent à hauteur de ce qu'ils annoncent accepter de participer, c'est-à-dire 600 à 700 millions d'euros, il reste 250 à 300 millions d'euros à trouver. S'il reste 250 à 300 millions d'euros à trouver entre les collectivités locales, à savoir le département de la Haute-Vienne, le département de la Vienne, la région Nouvelle-Aquitaine et l'État, on devrait pouvoir y arriver. En tout cas, même Jean-Claude Leblois le dit. Donc moi, je suis prêt à croire tous ces acteurs. Le ministre Djebbari vous dit, l'État mettra 200 millions. Bon, s'il reste 150 à 200 millions à partager entre la Vienne, la Haute-Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine, nous devrions y arriver. Le vrai sujet, c'est est-ce que la population a envie de ce projet ou pas? Parce qu'il y a ce que nous pensons être bon pour la population, il y a ce que pensent les décideurs économiques de ce qui peut être bon pour la population, et puis il y a aussi ce que pensent tout simplement les gens qui vivent sur ce territoire. Et on doit tenir compte de leurs avis. C'est pour ça que là, il y a une enquête pour savoir, qui va bientôt débuter, pour savoir si ce projet est partagé ou pas. Un projet de désenclavement, qu'il soit ferroviaire ou routier, et encore moins aérien, jamais il fait l'unanimité.
Par contre, il ne faut pas que vous ayez du 80 d'hostilité et du 20% de pour, sinon ça ne marchera pas. Donc moi, je crois qu'une majorité d'habitants se dit aujourd'hui favorable à ce projet. J'attends les résultats de l'enquête. En tout cas, je dis une chose très claire aux habitants de la Haute-Vienne et de la Vienne, c'est que si nous restons sur une 2 fois 2 voies via le CPER, en gros, les gens de ma génération ne verront pas cette route terminée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 33 ans. Donc ça laisse imaginer le temps qu'il faudra pour faire une 2 fois 2 voies. Donc pour ma part, je soutiens ce projet autoroutier, sauf à ce qu'on me démontre que je me gourre complètement et que ce projet ne serait pas partagé par la majorité de la population. Auquel cas, je n'irai pas contre l'avis d'une écrasante majorité qui se prononcerait contre. Mais je ne crois pas qu'on soit dans ces proportions-là aujourd'hui, bien au contraire. Sur la participation de Limoges Métropole, nous prendrons un engagement ferme de financer ces infrastructures de désenclavement. Donc là, on a remis de l'argent via le CPER pour faire les tronçons de dépassement après Couzex sur l'actuel 147. J'ai dit à Pierre Massy qu'on prendrait nos responsabilités si le projet autoroutier concédé Limoges-Poitiers devait voir le jour. On prendrait nos responsabilités dans le financement de ce projet-là. Et après, sur le ferroviaire, Jean-Baptiste Djebbari, qui est quand même député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne, ministre des Transports aujourd'hui, s'est engagé assez fermement, et ces engagements ont été a priori confirmés par Bercy, à nous moderniser sur le plan ferroviaire la ligne POLT, la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. On peut la limiter à Pôle d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui Toulouse n'a plus besoin de cette ligne-là pour se déplacer. Mais la réalité, c'est que je crois qu'il faut aller au bon sens. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de TGV ni via Poitiers, ni sur une ligne directe. Et donc, il faut aller au bon sens. Et le bon sens, c'est d'exiger de la part du ministère des Transports et de Bercy qu'on ait enfin une ligne de train qui nous mette à 3 heures de Paris dans des conditions de transport viables au XXIe siècle. C'est-à-dire des rames propres, neuves, équipées de Wi-Fi. Et vous savez, il ne faut pas vouloir toujours réinventer les choses. Il y a des choses simples. Le tracé classique, c'est Limoges, Châteauroux, Paris. Eh bien, faisons en sorte, tous ensemble, de tirer dans le même sens pour que, 1, les trains arrivent à l'heure, 2, ils partent à l'heure, que les conditions de transport soient propres et que l'État, Bercy, Bruno Le Maire et le ministère des Transports tiennent leurs engagements à notre endroit. Mais j'ai cru comprendre que c'était en bonne voie, donc j'en suis ravi. Bon, voilà, si je me posais des questions sur le transport, là, on a les hypothèses de travail. Alors, effectivement, ce qui est intéressant quand même dans cette approche, et ce n'est pas un jugement, moi j'aime beaucoup quand il dit, le président, quand il dit il faut que les gens le veuillent. Ça, c'est important, c'est important. Alors, j'en profite, vous avez la parole là. Attention, vous savez, on ne dit pas des trucs. Bon, ici, on est là pour être constructif. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'amener des contre-arguments, mais il faut que ça reste tranquille. Sinon, je vous bannis, je ne parle pas. Mais voilà, le président demande l'avis des gens. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de ces projets et de la façon dont on devrait se positionner. Tiens, Thierry qui me dit c'est bien quand l'invité a le temps d'expliquer ses actions. C'est vrai que c'est assez confortable. Ici, on a le temps, il n'y a pas d'émission après. Bon, enfin, il va falloir quand même qu'on rentre chez nous. Bon, j'en profite aussi, je passe un message perso. Pierre Massy, monsieur le président de la CCI, je vous ai envoyé un message, monsieur Massy. Je vous ai invité à mon émission, il faut me répondre. Voyez bien, vous avez des choses aussi à dire. Il va venir, mais bien sûr, je le sais. Bon, en tout cas, alors là pour le coup, on n'a pas de certitude par rapport à ce qui va se passer. On a une démarche, on a une volonté, on a des outils, visiblement, qui sont prêts à être activés. D'après ce que vous dites aussi, il semble y avoir quand même, au moins dans les paroles, un consensus d'idées pour participer. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer un calendrier de ce que vous savez ou alors il va vraiment falloir attendre Non, sur le ferroviaire, sur la ligne classique Paris-Orléans-Limoges, bon, les choses sont très avancées. On nous parle de rames neuves à horizon 2023, d'une modernisation des voies. Donc l'idée, c'est qu'on va retrouver un peu un Capitole en 2022. C'est bien dommage de l'avoir perdu pendant plusieurs décennies, mais il y a des dates qui sont avancées par le ministre des Transports. Je ne suis pas ministre des Transports, donc je ne veux pas parler. C'est pas un métier facile, ministre des Transports. Je ne veux pas parler en son nom, mais en tout cas, voilà, on a quand même un certain nombre de certitudes confirmées
confirmé par SNCF Réseau, sur le ferroviaire. Sur le routier, je vous l'ai dit, il y a 2 projets parallèles qui ne sont pas d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment concurrents, ils sont plutôt parallèles, mais qui sont dans un calendrier totalement différent. C'est-à-dire que l'autoroute vers l'ouest, ça n'a rien à voir avec la RN 147 mise à 2 fois 2 voies. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il faut aussi qu'on arrête de pleurer sur notre sort. On ne changera pas ce qu'on a raté dans les années 70 et 80. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc il faut partir du postulat que nous avons des atouts. Et mine de rien, une certaine forme d'enclavement peut devenir un atout. Parce que vous savez, moi je suis convaincu que la crise Covid ne changera pas le quotidien de plus de 80% de nos concitoyens. C'est-à-dire que dès qu'on va sortir de cette crise, les modes de consommation, les modes de vie des gens vont probablement revenir les mêmes pour une grande part d'entre nous. Mais vous avez des gens, il y a une étude dans Le Monde qui date d'il y a 15 jours qui est très intéressante, on parle de 500 à 600 000 actifs qui aujourd'hui se disent on a bossé pendant 6 mois, même un peu plus, totalement en télétravail. Leurs jobs ne sont pas menacés, ils sont à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Paris, mais ils ne veulent plus vivre en région parisienne ou dans les métropoles hyper embolisées. Et donc, dans le projet de territoire que nous sommes en train d'écrire, sur le volet emploi, il y a 3 sujets. Comment on fait pour pérenniser l'emploi qu'a subi la crise Covid et la crise sanitaire? Pour ça, on a pris un certain nombre de dispositifs, on y reviendra tout à l'heure. 2, comment on fait pour booster l'emploi dans des filières qui existent sur place? Je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Et 3, comment on fait pour non pas déplacer de l'emploi, mais déplacer des individus, des femmes et des hommes, qui garderaient leur job dans des très grands groupes nationaux ou internationaux, mais qui n'ont plus envie de vivre à 45 minutes de transport en commun de leur boîte à travers le métro ou le RER. Ou à travers les bouchons bordelais aujourd'hui, parce que l'embolisation de Bordeaux fait que si vous habitez à Senon, à Pessac ou ailleurs, il vous faut aujourd'hui 50 minutes le matin pour rallier votre entreprise. Et donc, le message qu'on adresse à ces populations va être un message positif. Si vous commencez à leur dire, oh, ici, vous savez, on n'a pas de TGV, on n'a pas d'avion, on n'a pas de route, vous êtes morts avant d'avoir commencé. Donc, ce n'est pas le sujet. Et le sujet de cet enclavement, qui est certes une faiblesse, peut devenir un atout auprès de ces publics-là. Parce que ces publics-là, ils achètent des maisons aujourd'hui, pour certains, sur le plateau de Millevaches. Donc eux, ils ne cherchent pas à avoir un TGV au pied de chez eux. Eux, ils cherchent à respirer un air pur, ils cherchent à ce que leurs gamins, quand ils sont dans les crèches, si possible, n'aient pas de perturbateurs endocriniens, puissent manger en circuit court, bio ou pas bio, mais en circuit court, qu'il y ait une capacité de rapatrier la maman ou le papa qui a 80 ans et qui, pour être en EHPAD à Bordeaux, doit attendre 3 ans. Ici, on n'attend pas 3 ans pour avoir une place en EHPAD, a une eau pas chère, qui est produite en régie, etc., etc. Et donc, à travers ce marketing territorial, il faut qu'on sache vendre les atouts de ce territoire qui parfois sont induits à nos propres faiblesses. Alors là, je suis d'accord, je suis d'accord avec lui. Moi, de toute façon, tous les gens que j'amène de l'extérieur qui passent un peu de temps à Limoges, ils me disent, mais ici, il y a une qualité de vie qui est phénoménale. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui nous permettrait de capter un certain nombre de personnes, surtout si les modes de vie, les modes de travail changent. C'est particulièrement intéressant et effectivement, il y a des choses qu'on a loupées. Projetons-nous sur l'avenir et voyons comment on peut faire. Mais là, je vois que vous ne manquez pas d'idées. Alors justement, je trouvais intéressant ce point que vous faisiez là sur l'emploi. Alors, on est d'accord qu'il y a une démarche dynamique, une stratégie. Alors vous parlez de marketing territorial à faire, c'est évident. Il faut le faire. Enfin, moi, je pense foncièrement qu'il faut le faire. Maintenant, il y a aussi des gens ici qui sont en difficulté par rapport à l'emploi, alors je le sais parce que ça c'est quelque chose qui me touche d'un peu plus près, il y a le pli de l'agglomération de Limoges, il y a la mission locale, il y a tout ça. Qu'est-ce qui est fait sur le territoire pour ces personnes-là? Quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui? Alors il y a le soutien aux associations du contrat de ville, on le disait, il y a l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ça, c'est, je dirais, les grandes missions de Limoges Métropole, mais j'aurais tendance à dire encore plus maintenant. Sur l'emploi et sur le rôle de Limoges Métropole, vous savez, moi je crois à une chose, c'est que plus il y a de dispositifs, moins les gens comprennent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on résume nos propres dispositifs d'action. Vous me le disiez en off tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. Vous avez un site où vous postulez des offres d'emploi et vous avez aujourd'hui, vous laissez la possibilité aux boîtes de déposer des offres pour beaucoup moins cher
que les services qu'elles utilisent parfois ailleurs, et les boîtes ne saisissent pas tout ça. Le vrai problème, c'est que c'est très français ça. Il y a trop de dispositifs. Trop de dispositifs tue le dispositif. D'ailleurs, pour ça, je fais une parenthèse sur les dispositifs d'aide aux entreprises que nous aurions pu prendre. Moi, j'ai préféré aller dans la première vague Covid avec Jean-Paul Duret, qui était président de Limoges Métropole à l'époque. J'en étais le premier vice-président. Nous avons préféré aller dans le plan porté par la région et l'État, parce que ça me paraissait être plus simple de s'engager dans ce plan-là que de créer un dispositif local qui viendrait se superposer au dispositif régional. C'est pour ça qu'on a mis, je le dis à ceux qui nous écoutent, 2 euros par habitant dans le premier dispo. Ce dispositif-là a quand même coûté 400 000 euros aux contribuables de la Haute-Vienne et de Limoges Métropole en particulier, et il semblerait qu'on ait bénéficié de 25% de plus que ce qu'on a mis en termes de retombées et d'accompagnement pour nos entreprises. Et puis après, on a voté un dispositif complémentaire pour récupérer ceux qui passaient en dehors des mailles du filet, et je suis surpris qu'il n'ait pas été plus utilisé que ça, même s'il a été fortement utilisé. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas su, tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment communiqué, mais qui n'ont pas su se servir de ces deux autres dispositifs qui étaient l'aide à la trésorerie pour les entreprises qui avaient subi des fermetures administratives ou qui se trouvaient dans des secteurs d'activité très lourdement pénalisés par le Covid, et puis le dispositif d'accompagnement des loyers. Sur la deuxième vague de 2020, on a quand même voté un dispositif d'accompagnement de prise en charge des loyers de toutes les entreprises de moins de 10 salariés, qui étaient celles qui sont sans doute le plus passées en dehors des mailles du filet, de prise en charge de leur loyer dès lors qu'elles avaient subi une fermeture administrative. Bon, tout ça, ça a coûté à la métropole 500 000 euros. On est en train de se poser la question, si ça vient à durer, de reconduire ce dispositif. Mais encore une fois, je me mets à la place des gens qui ont subi cette crise. Ça a été très dur de se retrouver dans cette espèce de jungle administrative où dès qu'on tapait dispositif d'aide, on avait 35 pages qui s'ouvraient et on ne savait pas forcément à quel sein se vouer. Donc je crois qu'il faut être simple dans nos dispositifs d'accompagnement. Et moi, ce que je demande à mes services, c'est d'alléger au maximum et de faire des choses compréhensibles par tout un chacun et par ceux qui subissent ça. Sur l'emploi des personnes fragiles, vous avez cité le PLI, le plan local pour l'insertion et pour l'emploi. Bon, en 2020, c'est un millier de jeunes accompagnés par cette structure qui est d'une compétence directe de Limoges Métropole. Certains vous diront 1000, c'est pas assez. Ils ont sans doute raison. Peut-être qu'il faut le densifier. Mais la réalité, c'est que ça a le mérite d'exister. Et je crois qu'il faudrait faire témoigner, plutôt que ce soit moi qui le dise, ces jeunes qui ont bénéficié de ces dispositifs et de ces structures. Parce que souvent, ça a permis à des gens de se révéler complètement et de s'épanouir dans leur vie professionnelle. On a, de toute façon, on le sait, hein, on peut dire 1000 c'est assez, c'est pas assez. Déjà, il faut qu'il y ait des dispositifs qui existent pour ceux qui veulent en bénéficier et qui veulent les utiliser, hein, parce que les dispositifs, on les crée, mais c'est pas forcément pour les imposer, hein, c'est comme le reste. J'en profite, le temps passe, moi ça se passe très bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes nombreux à suivre. On a parlé de l'aménagement du territoire, on a parlé de la mobilité, du désenclavement, ce qui fait aussi une plus-value, hein, de notre territoire et de Limoges Métropole. C'est deux choses très importantes, l'habitat, le logement, il y a une vraie qualité, il y a aussi un enjeu, hein, à agir là-dessus, et puis l'environnement et le cadre de vie. Alors moi je mêle les deux sont distincts, mais c'est un tout aussi qui donne une identité et qui peut donner une force supplémentaire à l'attractivité du territoire. Tout à fait, Bruno. Mais ça, c'est un sujet qui touche à la fois les habitants déjà présents sur ce territoire et la cible de jeunes actifs qu'on cherche à déplacer tel que je l'ai décrit tout à l'heure. L'idée sur ce sujet-là, c'est d'avoir un marketing territorial fort qui touche tous les pans de la chaîne. Je vous l'ai dit, qu'attendent aujourd'hui des jeunes parents Quadra qui habitent Panazol, Limoges, Fétia, Oreille et Jo. Bon, ils attendent de pouvoir se rendre à leur boulot rapidement, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans une métropole complètement saturée. Donc il faut sans doute revoir notre plan de mobilité, le PDU, le plan de déplacement urbain. On a un projet en cours, hein, qui est le projet du BHNS, sur lequel ma seule inquiétude, c'est le financement. Les 2 lignes de BHNS avaient été très largement sous-estimé en termes de financement, puisque la réalité, c'est que le projet coûterait 220 à 240 millions d'euros pour avoir un BHNS reliant le nord, le sud, et l'est et l'ouest de cette agglomération. BHNS, ça veut dire bus à haut niveau de service. C'est un projet très structurant, c'est un projet moderne.
dont Limoges, je pense, ne peut pas se passer. Malheureusement, elle s'y prend un peu tard parce qu'il y a 15 ans, les fonds publics, les subventions qui étaient allouées pour ce type de projet allaient de 20 à 30%. Aujourd'hui, voire un peu plus. Aujourd'hui, on est plus sur 5 à 10% de fonds publics via l'État et l'Europe qui sont alloués à ce type de projet parce qu'on a déjà 10 ans de retard dans ce projet. Mais la réalité, c'est que c'est un projet structurant et il faut de toute façon revoir notre plan de déplacement urbain. Il faut revoir nos sujets sur les mobilités douces. Je sais que tout le monde n'est pas pour le vélo, mais tout le monde n'est pas contre non plus. Et donc chacun doit se retrouver dans cet espace commun, cet espace partagé, à pouvoir se respecter. Et nous devons de toute façon faire la révolution de ce PDU parce que nous sommes les seuls avec Aix-en-Provence à ne pas l'avoir révisé pendant 25 ans. Donc on a pris un retard considérable qu'il convient de traiter. Mais je vais essayer de vous balayer le process intégral de ce projet de territoire. L'idée, c'est que les enfants qui naissent sur ce territoire, ou les gens qui en ont à l'extérieur qui seraient susceptibles de venir, vont arriver dans des crèches où il y a, grâce à Émile Roger-Lamberty, à Limoges, et on est en train de le développer à l'échelle de l'Interco, 0 perturbateur endocrinien. Qu'à Limoges, grâce à l'action d'Émile Roger-Lamberty, et ça va se développer dans les communes périphériques de la métropole, les enfants mangent dans des plateaux en porcelaine, ils ne mangent pas dans des plateaux plastiques. Que sous l'impulsion du premier vice-président maire d'Oreille, Bernard Talamy, et un peu sur l'idée d'Émile Roger, l'idée c'est de développer une régie maraîchère, un approvisionnement maraîcher de nos cantines de l'intercommunalité. Et l'idée c'est de tendre vers, en légumes de saison, 2/3 d'approvisionnement local. Pour ça, nous sommes en discussion avec la Chambre d'agriculture. Bernard Talamy suit ça de très près, de façon à ce que les parents puissent savoir précisément ce que mangent leurs enfants dans les écoles. Secondo, l'eau. Je vous l'ai dit, c'est une thématique qui crée potentiellement de l'emploi si on arrive à structurer la filière. Et deux, c'est une thématique sur laquelle on doit se différencier des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ici le siège de l'Office international de l'eau. Nous avons une filière universitaire qui touche la notion d'eau. Nous avons des entreprises industrielles qui produisent des presses hydrauliques qui sont vendues dans le monde entier. Bref, on a une vraie expertise sur le domaine. Et si nous savons être résilients sur la ressource, c'est-à-dire qu'on sait gérer la ressource parce qu'on l'a en quantité suffisante, mais qu'on est plus économe que nos voisins, alors ça parlera à une grosse partie de notre population. Donc on a un vrai projet, Limoges Métropole Territoire de Transition Hydrique, où on est en train de capter des fonds nationaux, des fonds européens, pour justement arriver à structurer cette thématique autour de l'eau, qui parlera, j'en suis sûr, aussi bien à nos concitoyens établis sur le territoire qu'aux futurs ménages que l'on cherche à faire venir. Et puis vous avez les sujets du logement, vous l'avez évoqué. Limoges est aujourd'hui, pour une aire urbaine de 200 000 habitants, une des villes où se loger coûte le moins cher de France. C'est une réalité. Limoges est la ville de France, et donc a fortiori Oreille ou Éjo, est la ville de France, l'aire urbaine de France, où l'air est le plus pur du 1er janvier au 31 décembre. Ça coûte pas cher de le dire, mais c'est une réalité. Et ça, je peux vous assurer qu'auprès de la tranche que l'on cherche à faire venir des 500 ou 600 000 actifs, je pense que ce sont des arguments qui peuvent percuter dans la tête des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mobilisé le siège de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris courant septembre 2021 pour mettre en avant pendant 30 jours, on mobilise, on squatte entre guillemets la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour vendre notre territoire aux Parisiens et pour leur dire, voyez, vous habitez dans un appartement de 50 mètres carrés, vous êtes 3 avec votre fils, venez habiter à Limoges, vous paierez moins cher de loyer et vous aurez une qualité de vie bien meilleure sans pour autant renoncer à votre emploi puisque le Covid a démontré qu'on pouvait télétravailler, qu'on pouvait bosser à distance et avoir des conditions de vie bien meilleures à une condition, c'est de quitter Paris. Donc on fait une opération Paris je te quitte pour essayer d'inciter un maximum de Parisiens à venir bosser ici en télétravail tout en gardant leur boulot à Paris. Voilà. Et bien voilà. Et oui, on part de l'habitat, etc. Et ici, alors moi je le vois bien puisque je travaille sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, les publications, les offres d'emploi, etc. C'est sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Guillaume Guérin le dit, on peut télétravailler depuis chez nous dans des conditions environnementales, d'habitat, etc. exceptionnelles. Et moi, je rajoute qu'on peut venir travailler ici parce qu'il y a de très bonnes places aussi. Il y a du boulot en ce moment sur Limoges. Alors, c'est pas angélique ce que je dis, c'est pas vrai. C'est tout simplement parce que tous les jours, je regarde les offres d'emploi. Donc, j'ai le droit de le dire. Ça n'est pas une impression, c'est une réalité. Il n'y a pas de tout, mais il y a pas mal de choses. Et même, vous savez quoi, il y a même des offres qui restent pas pourvues. Donc ça veut dire qu'il y en a pas mal. Bien, on a vu ça, on a vu pas mal de choses. Le temps passe. Je voudrais
qu'on revienne. Je l'ai fait l'autre jour avec le président Leblois parce que c'est quand on parle administration, collectivité, alors on a bien compris hein, les enjeux économiques, mais je trouve qu'en ce moment on a un peu tendance à oublier que dans la période actuelle, même si c'est vrai tout le temps, euh, les agents des collectivités jouent un rôle particulièrement important dans la vie de tous les jours. Et ils sont en back-office, là on les voit pas, on se sert des services publics, on les appelle, on fait les dossiers, etc. Mais je trouve que c'est important que vous expliquiez comment, pendant toute cette période, on a su à la fois maintenir la continuité des services, la qualité des services, et comment vous avez, avec vos collaborateurs bien sûr et collaboratrices, maintenu tous ces agents du service public dans la dynamique et dans le service justement. Et moi, je crois faut rendre grâce aux agents de Limoges Métropole, mais des collectivités en général. La réalité dans la gestion de cette crise au quotidien, c'est que l'État a quand même laissé les collectivités en première ligne du front. Les élus locaux ont été obligés de prendre des décisions qui parfois les dépassaient complètement. Je pense notamment au début, hein, la commande des tests, des masques. La vérité, c'est que on s'est retrouvé dans un no man's land absolu où il a fallu prendre des décisions rapidement, parfois sans garde-fou, et où là, le rôle de l'élu local prend tout son sens. Sur les services, vous savez, quand je suis arrivé, il y a deux doctrines quand vous arrivez qu'il y a une alternance politique. Ou vous changez tout le staff et vous mettez des gens à vous, ou vous décidez de faire confiance aux agents parce que vous considérez que ce sont des fonctionnaires territoriaux et que par conséquent, leur mission, c'est de servir l'intérêt général. J'ai fait ce choix-là. Vous savez, j'ai des gens qui me caricaturent en disant Guérin, horrible type de droite. La réalité, c'est que mes prédécesseurs, quand ils arrivent, ils n'ont pas gardé les endroits où ils sont arrivés, tous ces collaborateurs-là. Vous avez Hélène qui est à côté, elle était DIRCOM de Gérard Vandenbroek, de Jean-Paul Duret, et aujourd'hui DIRCOM de Guillaume Guérin. Je n'ai pas changé de fonctionnaire à Limoges Métropole parce que je considère que ce sont des gens dont la mission est d'abord d'assumer leur rôle au service de nos concitoyens. Et donc, dans une intercommunalité, dans une mairie, vous savez, les fonctionnaires ne font pas de politique. Ils rendent service au quotidien, aux gens, et par conséquent, il faut leur faire confiance. Et moi, je peux vous dire que parfois, les a priori qu'on peut avoir quand on est trop politisé ou quand on appartient à un camp et à un autre sont complètement fallacieux. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des fonctionnaires font extrêmement bien leur travail avec beaucoup de dévouement. Et moi, j'ai été frappé de voir, quand je pars le soir de l'agglo, il est des fois 20h, 21h, 21h30, et quand je pars, il y a encore des fonctionnaires à l'agglo. Souvent, ils ont des postes à responsabilité, mais il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures. Et particulièrement dans cette crise Covid, moi, je voudrais rendre hommage à des fonctionnaires particuliers qui ne sont pas de la compétence de Limoges Métropole, mais qui sont de la compétence de la ville. Ce sont toutes les petites mains, et pas seulement les médecins, mais toutes les petites mains qui ont bossé dans les EHPAD. Vous savez, la crise Covid a touché l'intégralité de nos EHPAD. Panazol, Limoges, personne n'a été épargné. Et la pression qu'il y a eu sur ces personnels soignants, sur les ASH, sur les infirmiers, sur les aides-soignants, sur les médecins bien sûr, et sur tous les fonctionnaires qui étaient présents dans ces EHPAD-là, franchement, on se serait cru en théâtre d'opération de guerre. Et moi, je dis merci et bravo à tous ces gens-là, y compris le plus petit des agents. Parce que sans le travail du plus petit des agents, nous n'aurions pas pu faire face. Et vraiment, à mon sens, et ça c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui parce que je l'ai vécu, le sens de service public, ça veut dire quelque chose. Et donc moi, je fais confiance aux fonctionnaires. Je ne suis pas toujours d'accord sur tout, mais ça fait partie du débat d'idées. Et je pense que si on est d'accord sur tout, c'est d'ailleurs mortifère, parce qu'il n'y a plus de confrontation. Donc moi, je leur fais confiance. Ils sont là parce qu'ils ont réussi des concours. Ils sont là parce qu'ils assument une mission. Bon, quand ils ne l'assument plus ou qu'ils ne veulent plus l'assumer pour un exécutif parce qu'ils ne se sentent pas bien avec cet exécutif, ils partent. C'est pas arrivé sous mandature, en tout cas pas encore, et j'en suis ravi. Et encore une fois, je redis, le rôle d'une interco, c'est un établissement public de coopération. Et la coopération, elle passe par la transversalité. Allez, on a bientôt fini. On va passer à une question perso. Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est bien qu'on puisse avoir des questions. Il y a Francine là qui soulève quelque chose auquel j'ai pas pensé parce que c'est bien joli effectivement de dire on va essayer de faire venir des gens. Il fait bon vivre chez nous. On peut télétravailler et hop, la question que j'avais oubliée.
J'en avais parlé l'autre jour, justement, la semaine dernière, avec le président Leblois. Quid du développement du numérique, de nos infrastructures en termes numériques? Est-ce que Limoges Métropole a une mission particulière ou des actions particulières en ce sens? Oui, c'est un peu comme l'histoire du désenclavement, Rejoins ça. sauf qu'on a un peu moins de retard que sur le TGV quand même, hein. En gros, pour répondre à Francine, il y a deux grands schémas d'aménagement. Il y a celui qui a été confié à Dorsal, qui est un syndicat local, financé en grande partie par les fonds régionaux. Et puis, il y a tout ce qui a été confié à Orange, opérateur privé, qui a d'ailleurs la majorité du territoire à câbler et à fibrer. Et pour ce faire, je peux vous dire une chose, Francine, c'est que depuis mon arrivée à Limoges Métropole, Franco Petit, s'il nous écoute, sera très content d'entendre ça, ils ont une pression maximale de ma part et de la part des élus pour tenir les engagements qu'ils ont pris. Parce que la réalité, c'est que nous sommes dépendants des opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs s'engagent, ils gagnent un marché, et ils se sont engagés à faire tant de branchements sur telle période. Eh bien là, il y a des endroits où les élus considèrent, à juste titre, qu'ils sont en retard. Eh bien, c'est notre rôle de les rappeler à l'ordre en leur disant il faut accélérer le dispositif parce que de toute façon, vous vous y êtes engagés. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des zones où c'est compliqué, je ne le nie pas, je ne fais pas l'autruche sur le sujet, mais la réalité, c'est que bien avant mon arrivée, hein, depuis les années 2015, depuis 2015-2016, on a quand même bien rattrapé le retard en termes de desserte numérique. Il reste beaucoup de choses à faire. Le président Bost du syndicat Dorsal, s'il m'écoute, saura de quoi je veux lui parler. Et Franco Petit a une lettre de mission très claire de la part des services de Limoges Métropole pour leur dire ne prenez pas de retard là où vous vous êtes engagé, finalisez vos engagements le plus vite possible. Après, c'est assez complexe parce qu'ils ont parfois ils ont eu parfois des injonctions différentes de la part des politiques. Parfois, on leur disait, vous faites l'intégralité de ce lotissement très vite, et tant que vous n'avez pas fini, vous n'allez pas ailleurs. Et parfois, et ça je peux l'entendre, ils ont eu des difficultés techniques, géographiques, géologiques, qui parfois leur empêchaient de passer ici ou là en termes de câblage. Et donc, ils ne progressaient pas ailleurs. Et donc, moi, ce que je leur ai demandé de faire, c'est d'avancer partout où c'était facile tout de suite et de revenir au point noir un peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie des sujets absolument essentiels si on souhaite faire venir de nouveaux habitants, bien sûr, et surtout, il ne faut pas les oublier quand même, satisfaire ceux qui habitent sur le territoire. Eh oui. Eh oui, parce que moi j'ai besoin d'internet pour publier mes offres, les vidéos, tout ça. Ben oui, là, hein, on y est, ça rentre dans les mêmes tuyaux. Voilà Francine, hein, vous avez bien fait de venir ce soir, Francine, mais bien sûr, mais bien sûr. Bien, allez, ce coup-ci on se rapproche de la fin, on va arrêter de parler d'écho, je crois qu'on a fait le tour. On pourrait passer des jours et des jours. C'est un passionné, hein, je vous le dis, ça s'entend, ça se voit, beaucoup de conviction et surtout des choses très cohérentes. Et j'avoue qu'il est très pratico-pratique. Enfin, moi, c'est mon impression. Après, à vous de me dire. Bon, on a commencé par des questions un peu perso, on va finir par une question un peu perso aussi. Moi, je vois bien ces gens, vous savez, c'est Monsieur le Président, très bien, il est élu, c'est bien, c'est normal, hein, on doit le respecter comme à tout le monde, toute la journée. Il est là, il y a des gens qui y croisent les gens, les agents, hein, et puis il arrive le soir, et il rentre chez lui. Et il rentre chez lui, j'allais dire, il rentre un peu comme nous, vous voyez, il rentre comme nous, il y a la Covid qui est là, est-ce qu'il peut aller faire ses courses? Est-ce qu'il ne peut pas aller faire ses courses? Dans la situation actuelle, quand vous arrêtez de décider toute la journée, parce que toute la journée vous êtes là pour essayer de prendre des décisions ou en faire prendre en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand tout ça s'arrête et que vous êtes là en tant que citoyen, vous rentrez chez vous, comme Bruno Gadras, comme Hélène, et vous dites, oh putain, la Covid, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, et comme ça, hein, sans dire que les décisions qui ont été prises sont les bonnes ou pas. C'est pas ça que je cherche. Je cherche à savoir comment Guillaume Guérin, en tant qu'individu, vit cette période-là. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur pour vos parents, pour des enfants, pour voilà, comment vous vivez ça personnellement? Je crois assez mal comme tout un chacun, bien que je pense que je ne peux pas vraiment me plaindre de la situation, parce que quand vous occupez les fonctions que j'occupe, Vous avez des vous dérogations, avez un laissez-passer qui vous oblige pas à rentrer, bien qui sûr. vous oblige pas à rentrer avant 18 heures. Mais la réalité, c'est que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont vécu ça de très près, sur un plan professionnel parfois.
puisqu'ils sont dans le milieu médical. J'ai des gens âgés dans ma famille, j'ai des gens qui l'ont eu, des proches qui l'ont eu même sévèrement. Moi, je me dis qu'il faut que cet épisode assez catastrophique s'arrête le plus vite possible, parce que, désolé de vous reparler d'économie, mais il y a l'aspect sanitaire. Le Covid a fait des milliers de morts, mais au-delà de cet aspect sanitaire, il y a la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg qui arrive, et là, pour le coup, c'est l'aspect économique des choses. Vous avez aujourd'hui des commerces entiers qui ont subi des fermetures administratives depuis maintenant plusieurs mois, qui vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à repartir. Vous avez aujourd'hui des banquiers qui vous disent que la plus grosse difficulté, elle va arriver à la rentrée 2021. Donc il faut qu'on continue à réfléchir, à mettre en place un maximum de dispositifs qui vont permettre d'absorber l'onde de choc. Donc votre question, je pense à quoi? Je pense à faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible pour le territoire que j'ai modestement à co-administrer pour les 6 prochaines années, parce que je pense qu'on vit un moment qu'on n'a pas connu, on n'a rien connu d'équivalent par le passé. En tout cas, moi, je n'avais jamais connu quelque chose d'équivalent par le passé. Je crois qu'il y a eu une espèce de psychose qui s'est dégagée, qui s'est installée dans la tête des gens. Il faut vraiment qu'on en sorte, parce que les dégâts collatéraux de la crise Covid sur le plan économique seront réels, mais sur le plan psychologique seront catastrophiques. Moi, je pense aux étudiants qui contrairement aux professionnels, aux politiques, n'ont aucun laissez-passer, n'ont droit à rien. C'est-à-dire qu'ils sont fermés dans une cité universitaire, dans un appart de 20 mètres carrés. Ils sont en train de devenir fous. La réalité, c'est qu'il y aura des problématiques très lourdes à gérer, aussi bien sur les séquelles psychologiques que ça va laisser auprès des jeunes publics et des seniors particulièrement. Imaginez-vous ce qu'ont vécu les seniors du sud de la Haute-Vienne quand 3 ou 4 abrutis ont décidé de faire brûler le relais des cars, ou des personnes âgées de 80 ans dont le seul loisir était de regarder France 3 Limousin à midi. Imaginez-vous ces gens qui ne voient ni leurs enfants ni leurs petits-enfants toute la semaine, qui voient vaguement le facteur de temps en temps, ont eu comme journée à passer pendant 4 semaines en pleine crise Covid. Ça a dû être assez terrifiant. Donc une pensée pour ces gens-là, une pensée pour les jeunes gens qui aujourd'hui ne peuvent plus aller en cours, parce qu'il y a quand même un vrai sujet, hein, de l'isolement psychologique de ces publics-là, des deux côtés de la pyramide, les jeunes et les seniors. Donc vous savez, moi, c'est pas grave. Moi, je vais m'en sortir. J'ai la chance d'être jeune, d'être bien portant, d'être très bien entouré et de bénéficier de dispositifs qui me permettent de ne pas rentrer à 18h. Parce que si je rentre à 18h, la boutique aurait peut-être un peu plus de difficultés à tourner. On part rarement avant 18h, on part même jamais avant 18h. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez appris quelque chose. Moi, je vais vous dire, je vais faire le résumé. C'est-à-dire que Guillaume Guérin, quand il rentre chez lui, il pense encore aux autres. C'est ça en fait, hein. Il pense effectivement à tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et oui, il a raison, les étudiants, tout ça. D'accord, donc lui, voilà, il s'estime plutôt bien loti dans cette période actuelle. Donc, mais c'est vrai, bon, après, vous commencez à prendre l'habitude, toutes les semaines, hein, je reçois des personnes qui ont des missions un peu particulières, et ils ont tous un peu ça, ils ont tous le sens de l'intérêt public, le sens de l'autre, et bien tout simplement, ça aussi, ça s'invente pas, c'est comme ça, on l'a ou on l'a pas, là en tout cas, Guillaume Guérin là, Guillaume Guérin, merci beaucoup, franchement merci, j'ai passé un moment très agréable et très instructif, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je maintiens qu'il faut continuer d'expliquer, faire l'effort. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir expliquer clairement comment se passent les choses. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, ça n'est pas le problème. C'est pas ici que ça se règle. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et extrêmement compréhensif. Donc, je vous remercie. Je vais vous libérer. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Je tiens à remercier une fois de plus Hélène. Sans qui il n'y aurait pas eu toutes ces questions, parce que je ne suis pas assez intelligent pour avoir toutes ces connaissances-là, et c'est bien agréable de travailler en confiance, et je vous remercie d'ailleurs pour la confiance que vous m'avez accordée en venant dans cet humble salon. Voilà, et en plus, vous savez quoi, les 3 quarts du temps, ils viennent, je leur mets les cacahuètes, ils étouffent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci, en tout cas. Je vais vous laisser le mot de la fin, hein. La caméra, elle est là, et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai la chance de recevoir Pierre Fargeau. Alors, c'est peut-être un nom qui est moins connu que Guillaume Guérin, mais Pierre Fargeau, c'est le directeur général du Limoges CSP. Le Limoges CSP, forcément, ça vous parle. Et il y a de vraies questions à se poser. Comment vit le Limoges CSP en ce moment? Comment ils font pour payer les joueurs? Comment ils font
pour payer tout ce qu'ils ont à payer. À quoi ressemble la saison? Est-ce que vous suivez la saison du Limoges CSP comme les autres années? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ça aussi, c'est de l'économie. On va parler de sport et d'économie. Et bien sûr, on va parler de gens, on va parler d'êtres humains. Allez, Guillaume Guérin, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin sera pour vous remercier, Bruno, de votre invitation. Je suis venu parce que je vous connais un peu. Je sais que, comme moi, vous êtes un amoureux de ce territoire. Vous êtes un Limousin. Vous n'êtes pas un Néo-Aquitain, vous êtes un Limousin. Chaque fois, vous mettez notre territoire et nos atouts en exergue dans toutes vos émissions. Et c'est à ce titre-là que j'ai voulu accepter et que j'ai accepté votre invitation, qui m'a fait très plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif dans des grands monologues. Non. J'espère avoir éclairé un peu les auditeurs de ce qu'est réellement une intercommunalité. Et le mot de la fin, c'est que on présidera aux destinées de Limoges Métropole sur les 6 prochaines années, sans sectarisme, dans la cogestion, dans le partage des responsabilités entre les groupes politiques, parce que je crois que c'est la seule façon que l'on a de réussir ce projet de territoire et de ne pas rater la sortie de cette crise Covid, qui est une crise qui a marqué les esprits de tout un chacun. Je suis convaincu que dans vos entourages respectifs, vous avez forcément eu à la subir durement d'une façon ou d'une autre. Et je crois qu'une fois qu'on sera sorti de tout ça, il faudra plus que jamais travailler dans l'intérêt général, collégialement, à faire en sorte qu'on ne rate pas cette sortie parce que notre territoire en a vraiment besoin. Donc faire des choix géopolitiques et stratégiques majeurs. En tout cas, Bruno, merci beaucoup pour votre invitation. C'était un moment très sympa pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci, allez, bonne soirée et puis à la semaine prochaine.